Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir sur un nouveau webinaire organisé par Simplicure en partenariat avec le laboratoire Nutri&Co. Et aujourd'hui, le sujet sera les solutions naturelles pour les symptômes de la ménopause. Nous avons la chance d'être accompagnés par Marine Daudet et Coraline Ulmer. Je vous laisserai vous présenter juste après. Merci encore d'être avec nous. Merci. Deux, trois petits rappels sur Big Marker avant de commencer la présentation. Vous avez la possibilité de nous poser toutes vos questions sur la bande à droite de votre écran dans les rubriques discussion et puis Q&A. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin du webinaire. Et bien c'est parti, je vous laisse la parole à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci Alice. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur les solutions naturelles pour les symptômes de la ménopause. Avant de commencer, donc un petit mot sur nous. Donc, de mon côté, je suis Marine Daudet, responsable du développement produit chez Nutri&Co et ingénieure en biologie de formation. Et moi, du coup, c'est Coraline Ulmer, donc chargée de projet R&D chez Nutri&Co et diplômée d'un master en ingénierie de la nutraceutique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter rapidement notre laboratoire. Donc, Nutri&Co, on est un laboratoire qui a été fondé en 2017 par Édouard Fornas, donc un consommateur de nutraceutiques qui a voulu créer une marque pour les consommateurs de nutraceutiques pour accompagner en fait le changement de paradigme entre une approche curative vers une approche préventive. Donc, nos trois piliers sont l'efficacité, l'éducation et la transparence. Ça peut paraître des piliers qui sont assez communs parmi les marques, mais je vais vraiment vous expliquer pourquoi nous, on essaye d'aller plus loin à chaque fois dans ces trois piliers. D'abord, l'efficacité, on a à cœur de développer vraiment des formules qui sont toujours basées sur la littérature scientifique. Donc, que ce soit par le choix de chacun des ingrédients, qui soient backés par des études cliniques avec des brevets et des trademarks, avec des études propres sur chacun des ingrédients. Également, au maximum, des études sur la synergie entre les ingrédients qu'on choisit. Également, on a vraiment à cœur de développer des ingrédients et des formules qui contiennent des ingrédients bio-identiques et bioactifs. Pour nous, c'est vraiment le plus important. Et on va, au cas par cas, analyser la pertinence des labels. Donc, on n'a pas, par exemple, une gamme 100% bio. Le bio, on va vraiment le sélectionner si c'est pertinent sur certaines plantes et sur certains produits. Ensuite, on a le pilier éducation. Donc là, c'est vraiment un pilier très fort chez nous. On a vraiment à cœur d'accompagner le besoin de self-care, donc de vraiment prendre en charge sa santé de manière autonome. Donc c'est pour ça qu'on crée du contenu éducatif soigné qui soit adapté en fait à la personne qu'on vise. Donc aujourd'hui, c'est vous les professionnels de santé, mais ça peut être du contenu adapté avec une grille de lecture spécifique pour un consommateur. Donc ça se fait par exemple à travers des infographies, des vidéos éducatives. Et on a à cœur de vulgariser à chaque fois le discours scientifique. Et on est les premiers, en tout cas les pionniers de la santé digitalisée à travers nos QR codes sur chacun de nos produits. Et derrière le QR code, on n'a pas simplement un lien vers la page du produit, on a tout un contenu qui permet d'accompagner le consommateur dans sa prise de compléments alimentaires. Donc ça va être tout ce qui est posologie adaptative avec vraiment au cas par cas combien de gélules on va prendre par jour, mais également tout ce qui est protocole d'association avec d'autres produits et les avertissements de santé si la personne prend des médicaments, par exemple. Enfin, la transparence. Là, encore une fois, on essaye d'aller plus loin que ce que fait la moyenne du marché des compléments alimentaires. On a vraiment une importance, en fait, dans cette traçabilité précise de toute notre chaîne de valeur. On va à chaque fois donner l'origine de nos ingrédients. Par exemple, pour les plantes, on va donner le lieu de culture de la plante et la transformation. Et l'ensemble des noms, des fournisseurs, des partenaires avec qui on travaille, on n'a vraiment rien à cacher là-dessus et on fait un gros travail de sélection de nos partenaires. Donc, on le met en avant derrière et toute la chaîne de valeur peut être remontée en fait des ingrédients jusqu'à même les substrats utilisés, etc. Et enfin, ça va jusqu'à la mise en ligne de nos analyses sur les contaminants et sur les études de stabilité pour que voilà, vous ayez toute l'information et que le consommateur ait également toute l'information possible sur les produits. Donc, on a une gamme aujourd'hui d'une 50aine de produits qui sont répartis en différentes gammes. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la santé féminine et plus particulièrement notre produit ménopause.
Donc, on vous présentera rapidement une introduction sur où en est en fait la science et les études cliniques sur le sujet de la ménopause et de sa compréhension. Ensuite, on parlera du système reproducteur féminin parce que c'est vraiment la base en fait de comprendre comment fonctionnent nos hormones, notre cycle menstruel, pour ensuite comprendre qu'est-ce qui se passe en fait lors de la période de transition qu'est la ménopause. Donc, je sais que vous êtes sûrement très au clair sur ce système reproducteur féminin, mais c'est important qu'on reparte tous de la même base. Ensuite, on aura une troisième partie sur la ménopause, symptômes et solutions, notamment les signes de la ménopause et quelles sont les pistes pour limiter ces symptômes. Et enfin, les compléments alimentaires qui sont destinés à aider justement les femmes à mieux vivre cette période de transition. Donc, il faut savoir qu'historiquement, les femmes étaient exclues des études cliniques. Pourquoi? Parce que d'une part, l'homme était le modèle clinique par défaut, mais aussi parce qu'il y avait la peur aussi de certaines grossesses. Donc, ils ne voulaient pas tester des actifs innovants parce que ça représentait un risque pour le fœtus potentiellement. Et il y avait également toutes les variations hormonales qu'ont les femmes naturellement, qui sont en fait une variable confondante. Donc, en fait, ça pouvait compliquer l'interprétation des résultats. Et donc, c'est d'autant plus vrai sur les données qui étudient le cycle menstruel, la ménopause, qui sont des périodes où on a de grosses variations hormonales et qui peuvent perturber en fait le traitement des résultats des études cliniques. Donc, à droite, je vous ai mis l'évolution des études par an qui sont sorties sur la ménopause sur clinicaltrial.org. Et donc, on voit que 1990-2000, il y a quelques études qui commencent à sortir sur le sujet, principalement autour des traitements hormonaux de substitution, ou maintenant qu'on appelle THM, traitements hormonaux de la ménopause. Et depuis 2020, on a vraiment une accélération du nombre d'études parce qu'on étudie de plus en plus l'impact aussi du mode de vie et des solutions naturelles sur les symptômes de la ménopause. Et donc, toutes ces variations hormonales qui ont lieu lors de la ménopause, ça montre aussi qu'il faut vraiment faire un accompagnement personnalisé. Chaque femme vit sa période de ménopause de manière très différente. Et donc, le rôle du professionnel de santé qui les accompagne et des compléments alimentaires choisis, des solutions choisies sont très importantes. Donc, si on parle maintenant du système reproducteur féminin, si on fait rapidement une introduction avant d'attaquer vraiment le sujet de la ménopause, ce qu'il faut retenir ici, c'est que tout part du cerveau. On a vraiment le contrôle neuro-endocrinien de la sécrétion d'hormones ovariennes qui va jouer un rôle. Donc, en fait, d'abord, l'hypothalamus, qui se situe dans le cerveau, va stimuler la production de GnRH, qui est une hormone qui va elle-même stimuler l'hypophyse, qui se situe juste en dessous de l'hypothalamus, qui vont sécréter la LH et la FSH. La FSH, c'est une hormone folliculostimulante. Et donc, comme son nom l'indique, elle va stimuler la maturation des follicules au niveau des ovaires. Et la LH, l'hormone lutéinisante, qui va, elle, être le signal, en fait, pour la période d'ovulation. Et donc, ces deux hormones, elles vont elles-mêmes stimuler la production d'hormones ovariennes dans les ovaires, donc les œstrogènes et la progestérone, qui vont, elles, avoir un rôle important dans toute la vie sexuelle d'une femme et la ménopause également, on le verra ensuite. Ces œstrogènes et progestérone vont avoir une action de rétro-contrôle négatif, comme vous voyez à gauche avec les flèches. En fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque les quantités d'œstrogènes et de progestérone vont être importantes, elles vont envoyer un signal au cerveau pour que la production de LH et FSH diminue et donc qu'il y en ait moins. Donc, ça permet d'éviter des fluctuations trop importantes de ces deux hormones. Et lors de la ménopause, qu'est-ce qui va se passer? La baisse des œstrogènes et de progestérone va faire que ce rétro-contrôle fonctionne moins bien. Il va y avoir des fluctuations des hormones qui va créer tous les symptômes derrière. Il y a l'impact évidemment du mode de vie, on le verra, qui va avoir un gros rôle dans ce contrôle neuro-endocrinien, parce qu'en fait, vu que ça part du cerveau, des niveaux de stress élevés, par exemple, vont perturber toute cette régulation hormonale. Si on passe maintenant au cycle reproducteur féminin, donc là, je vais aller assez rapidement, c'est vraiment pour qu'on reparte encore une fois des bases et que vous compreniez le rôle des hormones pour ensuite voir quel est l'impact de cette régulation et de ce cycle à la ménopause, qu'est-ce qui va se passer, quel changement on va avoir.
Donc, le cycle reproducteur féminin est composé en moyenne de 28 jours et il y a 3 phases. Donc, la première phase, c'est la phase folliculaire qui commence dès le premier jour des règles et qui dure en moyenne 14 jours. Ensuite, on a l'ovulation à peu près au 14e jour, puis la phase lutéale. Donc, la phase folliculaire, qu'est-ce qui va se passer? La FSH, au premier jour des règles, va être sécrétée par le cerveau, qui va stimuler, comme on l'a vu, la maturation des follicules. Et ces follicules produisent des œstrogènes. Et ces œstrogènes vont favoriser l'épaississement de la muqueuse utérine qui va préparer l'utérus à une implantation potentielle. Ensuite, au 14e jour, le niveau d'œstrogène va aussi déclencher un pic de LH. Et ce pic de LH va déclencher l'ovulation. Donc, l'ovulation, c'est donc la libération de l'ovule. Et ensuite, le follicule va se transformer en corps jaune lors de la phase lutéale. Et il va petit à petit développer et produire de la progestérone, ce qui va maintenir l'épaississement de l'utérus. Si la fécondation n'a pas lieu, il y a une chute des hormones, ce qui va déclencher les menstruations. Et donc, comme vous voyez, il y a une chute notamment de la progestérone, la courbe violette que vous voyez en fin de phase lutéale. Et c'est ça qui déclenche les règles. Comme à la ménopause, on a une chute justement des œstrogènes et de progestérone. C'est ça qui fait qu'on a beaucoup aussi d'irrégularités dans les cycles lors de la préménopause. Donc là, on pourra revenir sur ce sujet au moment des questions si vous avez des questions supplémentaires. Donc, si on rentre dans le vif du sujet maintenant, comme je vous le disais, à la ménopause, ce qui se passe et ce qui est vraiment important à retenir, c'est la baisse progressive des hormones œstrogènes et progestérone. Le stock de follicules de la femme va réduire jusqu'à s'épuiser à ce moment-là, donc autour de 50 ans. Et ce qui va créer au début des grosses fluctuations d'hormones lors de la préménopause, ce qui crée beaucoup de symptômes. Et ensuite, ça va se stabiliser jusqu'à l'arrêt des règles à la ménopause, en moyenne 51 ans en France. Et la définition officielle de la ménopause, c'est un arrêt des règles consécutif pendant 12 mois. Donc, on va pouvoir passer à la troisième partie de cette présentation. Donc, qui s'intitule Ménopause, symptômes et solutions. Donc, on va voir un peu plus en détail les différents symptômes que l'on peut rencontrer pendant la ménopause et quelles solutions sont envisageables pour limiter au mieux les manifestations de la ménopause. Donc ici, on vous a regroupé un certain nombre de symptômes auxquels une femme peut être confrontée durant cette période de transition. Donc, on vous les a répartis en 6 gros blocs de symptômes. Donc, il faut savoir que 87% des femmes présentent au moins un symptôme en plus de l'arrêt de leurs règles. Donc, on va trouver dans un premier temps les troubles vasomoteurs, donc qui sont les symptômes auxquels le plus de femmes ménopausées subissent généralement. Donc, ça va être caractérisé par des bouffées de chaleur ou encore des sueurs nocturnes. On va retrouver également tout ce qui va être perturbation du sommeil, donc qui peut prendre la forme de réveil nocturne, de difficultés à l'endormissement ou une fatigue plus intense dès le réveil. On va retrouver également régulièrement les SGUM, qui sont les syndromes génitaux urinaires de la ménopause. Donc ici, ça va prendre la forme de sécheresse vaginale, mais également de la baisse. On peut aussi ressentir une baisse de la libido et une augmentation de la fréquence des infections urinaires. On va avoir aussi les symptômes mentaux et psychiques, donc stress, anxiété, une humeur changeante avec une tendance plus importante à l'irritabilité. Et certaines femmes notent aussi des problèmes de concentration. On va aussi avoir quelques éléments de l'ordre de la modification de l'apparence. Donc, une prise de poids qui a été évaluée à 2 kg par femme, une peau plus sèche et certaines femmes aussi notent une diminution au niveau de leur densité capillaire. Et enfin, on va avoir des effets sur le plus long terme, donc une fragilité osseuse qui va de pair avec une fragilité articulaire et avec une augmentation des risques cardiovasculaires. Donc ici, on vous a présenté les différentes solutions que l'on peut proposer aux patientes. Donc à la base, on retrouve tout ce qui va être de l'ordre de l'hygiène de vie. Donc dans l'hygiène de vie, on va retrouver la consommation de tabac, que l'on va essayer de limiter, voire d'arrêter complètement. On va avoir également l'activité physique ou le sommeil. On retrouve également l'alimentation, qui va jouer aussi un rôle prépondérant. Donc, on va faire attention à avoir une alimentation équilibrée. Et on va voir plus en détail qu'on va avoir certains aliments que l'on va essayer d'éviter et d'autres auxquels on va encourager la consommation.
Donc tout ça, ça va être pour éviter de dérégler l'équilibre métabolique de l'organisme. La nutraceutique peut être aussi une bonne solution pour prendre en charge certains symptômes de la ménopause. Et enfin, dans les cas extrêmes où les manifestations vraiment empiètent la qualité de vie des femmes, on va pouvoir proposer des traitements médicaux tels que le THM qu'on verra un peu plus en détail par la suite. Donc, si l'on doit un peu développer l'hygiène de vie, donc dans un premier temps, on va retrouver l'activité physique qui va être bénéfique sur de nombreux points. Donc, tout d'abord pour la masse musculaire et la densité osseuse. Donc, maintenir une bonne masse musculaire, ça va permettre de soutenir les os. Et en ayant une activité physique, on va pouvoir stimuler les ostéoblastes et qui vont pouvoir régénérer le tissu osseux, d'où leur rôle au niveau de la densité osseuse. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être de l'ordre de la prévention des risques cardiovasculaires. Donc ici, ça va plus être les sports cardio. Et enfin, ça va aussi avoir pour bénéfice de générer un bien-être mental, générer de la confiance en soi, produire des endorphines, toujours dans l'optique d'avoir un meilleur mental. Donc ici, on vous a mis en exemple une étude qui s'est intéressée à 1681 femmes ménopausées, donc qui ont été réparties en 3 groupes d'activité physique. Donc un premier groupe avec un niveau inférieur à 11,9 mètres heures par semaine, donc mètres qui est l'équivalent des métaboliques, équivalent de TASC. Donc en gros, c'est un indice de mesure de l'activité physique. Ensuite, on a un second groupe on va dire, qui est activité physique modérée, et un troisième groupe où on a une activité physique plutôt élevée, donc qui est équivalent, ici on vous l'a mis, à 1 heure de sport d'intensité modérée à intense 5 fois par semaine. Et les résultats de cette étude ont montré moins de risques d'ostéoporose dans le troisième groupe, avec une meilleure densité minérale osseuse, également dans le troisième groupe. Mais si on regarde un peu plus en détail les résultats, on voit qu'il y a déjà des différences entre le groupe à activité physique faible et le groupe à activité physique modérée. Ensuite, dans l'hygiène de vie, on va aussi parler de ce qui est la relaxation et la gestion du stress. Donc, on a une étude de 2021 qui s'est intéressée aux effets des techniques de relaxation comme le yoga et la méditation sur le sommeil. Et on a pu s'apercevoir que ça a amélioré la qualité du sommeil chez 20 à 25% des femmes ménopausées. On a également eu des effets sur les symptômes climatériques. Donc, toujours avec des techniques de gestion du stress, on va avoir une réduction des niveaux de stress et des symptômes climatériques. Donc, pour rappel, les symptômes climatériques, c'est les bouffées de chaleur ou encore les sueurs nocturnes. Donc, on notera qu'une hygiène de vie saine peut participer au bon déroulement de la période de transition qui est la ménopause. Donc, maintenant, je vais un peu plus détailler tout ce qui est alimentation. Donc, pour la période de ménopause, c'est les mêmes recommandations qu'une alimentation saine et équilibrée. Donc, on va retrouver les fruits et légumes, les poissons, mais on va avoir une attention particulière sur les aliments qu'on va encourager et d'autres qu'on va chercher plutôt, au contraire, à éviter. Donc, sans surprise, on va retrouver dans les aliments à éviter les sucres ajoutés et les aliments ultra transformés. En période de ménopause, les graisses saturées et les sucres s'accumulent plus rapidement et l'hyperglycémie et le syndrome métabolique favorisent les bouffées de chaleur. De la même façon, tout ce qui est alcool, café et épices, donc qui constituent des excitants, vont aussi accentuer les bouffées de chaleur. Ils peuvent aussi perturber le sommeil. On va aussi essayer de limiter sa consommation de sel, car ça augmente le risque d'avoir une faible densité osseuse. Avoir une consommation trop importante en sel peut créer un déséquilibre électrolytique et on peut avoir une excrétion de calcium, notamment via les urines. Et du coup, on aura moins de calcium disponible pour la minéralisation osseuse. Ensuite, pour les aliments à privilégier, donc on va retrouver les protéines que l'on va coupler à un renforcement musculaire, donc toujours pour pallier à cette diminution de la masse musculaire. On va retrouver aussi le couple vitamine D-calcium, donc on va encourager la consommation de ces aliments via des poissons gras ou encore des laitages pour prévenir l'ostéoporose. On va aussi encourager la consommation d'aliments riches en oméga 3, donc toujours le poisson gras, les graines via les huiles, donc par exemple l'huile de colza ou encore les huiles de noix.
Donc ici, ça va être dans un but de prévenir les risques cardiovasculaires. Et ensuite, on va aussi porter une attention importante à sa consommation d'eau, donc pour éviter les phénomènes de rétention d'eau. Et ça rejoint aussi cet équilibre hydrolytique qu'on va essayer de conserver au mieux. Donc, je reprends la main ici pour vous parler de la suite des solutions. Donc, en plus de l'alimentation, l'hygiène de vie, on a la strate du dessus qui est la nutraceutique. En nutraceutique, sur la ménopause, on peut jouer sur deux moments en fait du symptôme, soit la cause, soit la conséquence. La cause, c'est, comme on l'a vu, les fluctuations et la chute ensuite des œstrogènes et de la progestérone. Donc là, si on va jouer sur la cause, on va avoir une approche vraiment préventive du symptôme. Et ça se fera par notamment les actifs phytoœstrogènes. Et si on joue sur les conséquences, on peut jouer sur un des groupes de symptômes qu'on a vu, un ou plusieurs, que ce soit par exemple le sommeil, le stress ou les bouffées de chaleur. Là, on va avoir une approche plutôt curative au cas par cas, selon le signe visé. Ce qui se passe dans le monde du complément alimentaire, souvent, c'est qu'on va avoir des compléments alimentaires ménopause qui vont agir que sur les conséquences. Nous, lorsqu'on a formulé le produit Ménopause Nutri&Co, on a vraiment eu à cœur d'agir à la fois sur les causes pour aller vraiment chercher l'origine du symptôme, donc c'est-à-dire les fluctuations des œstrogènes et de la progestérone, pour essayer d'optimiser un petit peu et de réduire les fluctuations, et les conséquences également pour aller agir sur les symptômes les plus forts et les plus gênants pour les femmes lors de cette période de transition. Donc, si on fait un petit focus sur la phytothérapie, on le verra ensuite lors de la présentation des compléments alimentaires. Les phytoœstrogènes sont des actifs qui sont dans des plantes, notamment dans l'alimentation, qui vont agir sur les causes. Ça permet de, éviter les traitements hormonaux et les médicaments, tout en agissant sur les causes et notamment sur les signes légers. Comment ça marche ? Ça fonctionne en tant que œstrogène-like, c'est-à-dire qu'il se fixe sur les récepteurs des œstrogènes et donc les phytoœstrogènes vont avoir un effet œstrogénique partiel. Dans l'alimentation, on va les retrouver par exemple dans le soja, le tofu ou les légumineuses par exemple, donc dans de nombreux aliments du monde végétal. Concernant l'apport en isoflavones, qui sont un des phytoœstrogènes très connus, en France et en Europe, on n'en consomme presque pas, moins de 1 mg par jour dans l'alimentation, alors qu'au Japon, par exemple, on en consomme entre 25 et 50 mg par jour, principalement via le soja. En parallèle, on vous a mis les chiffres des bouffées de chaleur et sueur nocturne. En Europe, 62% des femmes se déclarent concernées par les bouffées de chaleur, contre seulement 15 à 30% des femmes au Japon. Et le terme bouffée de chaleur n'existe même pas. Donc, on vous présentera ensuite toutes les études derrière qui expliquent la mécanistique et l'efficacité et également l'absence de toxicité. Enfin, dans la dernière strate des solutions, on a les traitements médicaux, donc le THM qui est le plus connu et c'est le gold standard en médecine, le traitement hormonal de la ménopause qui a prouvé son efficacité sur l'ostéoporose notamment et sur les troubles climatériques gênants de la qualité de vie. Le problème de ces traitements, c'est que la durée conseillée est de 4 à 10 ans. Elle est également réservée aux signes forts qui gênent la qualité de vie. Donc notamment par rapport aux bénéfices-risques. Et l'étude WHI, donc Women Health Institute de 2000, a créé de nombreuses réticences des patientes à ce moment-là, de la surmédiatisation du risque du cancer du sein, même si aujourd'hui le gouvernement essaie de remettre un petit peu de redorer le blason des traitements médicaux de la ménopause. Il y a quand même une certaine réticence de la part des patientes. Il y a également des alternatives médicales sans hormones, notamment les SERM qui sont des modulateurs des récepteurs œstrogéniques, mais il y a certains problèmes de tolérance, notamment une diminution de la densité osseuse à l'arrêt du traitement. Donc c'est vraiment, ça reste le THM la référence en matière de traitement, et notamment pour les signes forts, les signes climatériques gênants et la prévention de l'ostéoporose. Donc maintenant, si on passe à la dernière partie sur les compléments alimentaires et notamment quels compléments pour qui et à quel moment, on va vous présenter en fait par groupe de symptômes quelles solutions ils existent, quel diagnostic
quelle est la cause de ces symptômes et quelles solutions on peut vous proposer. On va vous faire un focus sur les troubles vasomoteurs, les SGUM et les effets sur le long terme, parce que ce sont les symptômes qui reviennent le plus souvent. Et sur les autres symptômes, donc stress, sommeil et prise de poids notamment, on a des solutions en nutraceutique, mais qui ne sont pas forcément visées pour les femmes ménopausées, mais pour, par exemple, le stress au sens large. Donc, si on commence d'abord par les troubles vasomoteurs. Donc, les signes, les symptômes de ce groupe de symptômes, ce sont les bouffées de chaleur d'abord et les sueurs nocturnes également. En termes de diagnostic, ça va être principalement le diagnostic clinique de la ménopause. Donc, quel âge a la patiente? Est-ce qu'il y a l'absence de règles pendant 12 mois consécutifs? Et les symptômes cliniques qu'on vient de voir. Il y a également un autodiagnostic qui existe, qui permet en fait de tester dans les urines le dosage en FSH. S'il est élevé, ça veut dire que potentiellement la femme est ménopausée. Mais généralement, le diagnostic clinique suffit et on n'est pas obligatoirement, on n'est pas obligé de passer par le test de FSH. En termes de cause, pourquoi on a des bouffées de chaleur à la ménopause? Eh bien, c'est encore une fois une histoire d'œstrogènes. Ils sont impliqués dans la thermogénèse. Donc, normalement, l'hypothalamus, donc dans le cerveau, va recevoir un signal de température, que ce soit chaud ou froid. Et suite à ça, il va y avoir une régulation nerveuse et hormonale. Sauf que lors de la préménopause, il y a cette fluctuation des œstrogènes qu'on a vue qui va perturber cette régulation. Et donc, il va y avoir une dilatation rapide des vaisseaux sanguins, il va y avoir une action aussi sur les facteurs de coagulation et sur la pression artérielle qui va entraîner une augmentation de la température de la peau. En termes de solutions pour les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, on vous propose le complexe ménopause qui va cibler à la fois les causes avec une présence de phytoestrogènes et les conséquences, donc les bouffées de chaleur, mais aussi le bien-être mental ou la libido par exemple. On l'associe généralement avec les fibres et les probiotiques pour cibler le microbiote parce qu'on va le voir, c'est essentiel pour la bonne utilisation des phytoestrogènes par le corps. On va faire un focus maintenant sur le produit ménopause. Donc, notre produit ménopause avec des volontairement des phytoestrogènes pour une efficacité sur les causes et notamment sur différents symptômes, donc à la fois la sphère mentale, mais à la fois aussi la sphère plutôt vasomotrice avec les bouffées de chaleur. On a donc du trèfle rouge pour une action sur les causes. Le trèfle rouge est standardisé en isoflavones à 20%, qui sont donc un groupe de phytoestrogènes, qui ont des bienfaits reconnus sur les symptômes climatériques. On a également associé à ce trèfle rouge un extrait breveté de fenugrec qui s'appelle le Libifem, qui a des études cliniques sur l'amélioration de la libido et des fonctions sexuelles chez la femme ménopausée. C'est vraiment des études cliniques qui sont faites uniquement sur les femmes ménopausées. Et enfin, de l'actéagrappe pour le bien-être mental, qui est lui aussi standardisé en actif, plutôt pour la sphère nerveuse. Et également sur une action sur la mobilité et la flexibilité des articulations. Donc, pourquoi les phytoestrogènes sont aussi importants lors de la ménopause? Donc, pour rappel, les phytoestrogènes sont des composés d'origine végétale qui vont avoir une structure chimique similaire aux œstrogènes. Donc, en fait, ils vont vraiment avoir une action œstrogène-like. Donc, on vous a mis l'exemple, en fait, pour que vous puissiez comparer les quantités d'œstrogènes, de phytoestrogènes par rapport au traitement de la ménopause. Donc, pour rappel, l'alimentation en Europe est de moins de 1 mg par jour. Au Japon, c'est de 45 mg par jour. Dans notre complexe ménopause, on a 60 mg de phytoestrogènes. Et donc, les phytoestrogènes, le schéma qu'on vous a mis, c'est pour vous montrer qu'ils sont convertis en moyenne dans notre corps à 30% en école. Et c'est cette école qui a des activités œstrogéniques. Comme il est proche de la structure moléculaire de l'œstradiol, il va avoir entre 0,1 et 1% de la puissance œstrogénique. Donc, au total, entre le phytoestrogène et l'œstradiol, on va avoir 0,01% à 0,1% de la puissance œstrogénique, soit environ pour nos 60 mg d'isoflavones, environ 1 à 10% de l'activité du THM. Cette slide est un petit peu, va un petit peu dans le détail, mais c'est pour vous rendre compte en fait quel est le ratio entre guillemets entre le complément alimentaire et le traitement médical.
En termes d'efficacité, on vous a mis ici une méta-analyse. Cette méta-analyse réunit 8 études et elle a notamment étudié l'effet des isoflavones du trèfle rouge sur les bouffées de chaleur. Et elle a montré qu'il y avait une réduction de la fréquence quotidienne des bouffées de chaleur. On a également mis en dessous une méta-analyse qui, elle, réunissait 36 études portant sur les phytoœstrogènes en général, qui a montré une réduction de la fréquence des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes, mais également une réduction de la sécheresse vaginale. Donc, c'est encore une fois une façon d'agir sur l'ensemble des symptômes de la ménopause, vu qu'on agit sur les causes directement. En termes de sécurité, on a des questions évidemment sur les risques de cancer du sein, vu qu'on a les questions sur la partie traitement hormonal de la ménopause. Et justement, cette méta-analyse a montré au contraire qu'il y avait une réduction du risque de cancer du sein, et notamment à partir de 15 mg par jour, où l'effet protecteur devient vraiment significatif. Et il a montré que plus la consommation de phytoestrogènes est élevée, plus la protection est importante. On a également l'avis de l'EFSA et un avis aussi plutôt au niveau national. Donc, l'EFSA s'est intéressé à l'évaluation des risques liés à la consommation de compléments alimentaires contenant des isoflavones. Ils ont conclu qu'il n'y avait pas d'association claire avec un risque accru de cancer, mais que les données actuelles ne permettaient pas de définir un niveau de consommation sûr, ce qui a été fait au niveau français, où la dose maximale recommandée dans les compléments alimentaires est de 80 mg par jour. Et pour rappel, dans le complément ménopause, on a 60 mg par jour. Pourquoi on vous a parlé également du produit fibre et probiotiques? Parce que lorsqu'on prend des isoflavones et notamment des phytoestrogènes au global, il est très important d'avoir un microbiote équilibré. Pourquoi? Parce que dans notre microbiome, on a une partie de nos bactéries qui sont capables de moduler le métabolisme des œstrogènes. En fait, entre un phytoœstrogène et l'école qui a l'activité œstrogénique, il se fait une transformation par le microbiote intestinal. Et il y a uniquement 30 à 50% de la population occidentale qui est capable de justement transformer ces actifs. Donc, c'est très important, avant de prendre le complexe ménopause, de proposer une solution de rééquilibrage du microbiote si on a des soucis digestifs notamment. Donc, nous avons chez Nutri&Co le fibre bio qui est un produit qui permet de nourrir le microbiote durablement. On a vraiment tout un complexe de prébiotiques, en fait, de fibres prébiotiques qui vont agir sur le fait de nourrir nos bactéries et qui sont adaptés à tous, notamment l'eau FODMAP. Également, le complexe probiotique qui, lui, va permettre de réparer les dysbioses, donc qui va plutôt avoir un effet court terme par rapport aux fibres, d'apporter justement des solutions microbiotiques à notre microbiote et qui soient efficaces le plus rapidement possible. Donc, on a un mix de probiotiques et de prébiotiques. Donc voilà, pour conclure sur les troubles vasomoteurs, l'important pour un complément alimentaire lors d'une prise en charge pour la ménopause, c'est vraiment d'avoir un complément qui va agir à la fois sur les causes et les conséquences. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec notre complexe ménopause. Je laisse Coraline vous présenter la partie des SGUM, donc les symptômes génito-urinaires. Donc, au niveau des SGUM, on va retrouver différents symptômes qui vont être propres à cette catégorie de symptômes. Donc, on va avoir les symptômes vulvo-vaginaux, donc qui peut être de l'ordre de la sécheresse, de brûlure ou encore d'irritation. On va également avoir des symptômes sexuels avec les dyspareunies, donc qui correspond aux douleurs que l'on peut ressentir lors des rapports sexuels. On va aussi retrouver une lubrification réduite et une baisse de la libido. Et on va aussi avoir des symptômes urinaires, donc une augmentation de la fréquence des infections urinaires, de l'incontinence urinaire par urgenturie. Donc urgenturie qui, comme son nom l'indique, signifie un besoin soudain et urgent d'uriner. Donc un examen pelvien pratiqué par un médecin permet de poser ce diagnostic. Donc il va pouvoir vérifier la présence de différents changements typiques au niveau du vagin pour confirmer ce diagnostic. Maintenant, si on s'intéresse aux causes, on va retrouver différents changements dans l'anatomie et les fonctions des différents tissus, donc au niveau du vagin, de la vessie, de la vulve ou encore de l'urètre, par des modifications qui vont
des modifications comprenant une réduction de l'épaisseur de la peau, de l'élasticité, la fonction musculaire ou encore du flux sanguin. Donc maintenant, si on fait vraiment un focus sur la sécheresse vaginale, on sait que les œstrogènes vont influencer le flux sanguin et le flux sanguin va pouvoir améliorer la lubrification vaginale, donc via la transsudation du produit de l'endocole, qui correspond à la glaire cervicale, et également les glandes de Bartholin qui sont aussi sensibles aux œstrogènes, qui ont aussi leur rôle à jouer au niveau de la lubrification des parties intimes. On retrouve aussi également comme rôle pour les œstrogènes la stimulation de la production des cellules musculaires lisses qui, eux, vont avoir un rôle à jouer au niveau de l'élasticité des tissus. Donc ici, on comprend bien qu'un déficit en œstrogène va limiter la lubrification vaginale et l'élasticité des tissus. Maintenant, si on doit faire un focus sur la baisse de la libido, donc on sait que les niveaux d'œstrogène atteignent leur pic lors de l'ovulation, et c'est aussi pendant cette période que la libido est à son maximum. Donc ici, encore une fois, on comprend bien qu'un déficit en œstrogène va avoir des conséquences sur la libido qui va se retrouver amoindrie. Ensuite, si on doit faire un focus sur les infections urinaires, donc sous l'influence de l'estradiol, les cellules vaginales et urétrales vont produire du glycogène qui va pouvoir être ensuite transformé en glucose, et le glucose va pouvoir servir aux bactéries vaginales, donc représentées principalement par des lactobacilles. Et en utilisant ce glucose, elles vont pouvoir produire des acides, et cet acide va donc diminuer le pH et empêcher l'installation de nombreux pathogènes. Ensuite, à titre d'information, les SGUM touchent 27 à 84% des patientes en post-ménopause. Donc, si on voit un peu plus cette problématique qui est liée au manque d'hydratation des parties intimes. Donc ici, vous pouvez voir sur ce schéma, d'un côté, on a un vagin sain, donc avant une ménopause, où la paroi vaginale est épaisse et humide. Et de l'autre côté, on va avoir une atrophie vaginale, où la paroi vaginale va se retrouver plus fine et asséchée. Donc, pour réduire ces manifestations et ces différents symptômes que l'on a évoqués juste avant, on va avoir plusieurs cibles d'action. Dans un premier temps, on va pouvoir jouer sur la production de glycosaminoglycanes, comme la production d'acide hyaluronique. On va également pouvoir jouer sur l'augmentation des aquaporines 3, qui permettent le passage des molécules d'eau au niveau de la paroi vaginale pour la réhydrater. Donc, juste pour information, les aquaporines, c'est des protéines transmembranaires qui permettent du coup ce passage de l'eau à travers la membrane. Et on va également pouvoir jouer sur la synthèse des protéines qui vont aider à retenir également cette eau. Donc, les différentes filières d'action qui vont où on va pouvoir jouer pour réduire ces symptômes. Donc, pour la sécheresse vaginale, on va pouvoir jouer sur les conséquences via le probiotique Flore Intime ou encore via notre acide hyaluronique. Donc, le probiotique Flore Intime, il va permettre de limiter le développement de bactéries pathogènes dues à la sécheresse intime. Et l'acide hyaluronique, lui, va plus avoir pour action d'hydrater les muqueuses et donc, par conséquence, réduire tous les inconforts liés, donc que ce soit l'irritation, les sensations de brûlure, la dyspareunie, etc. Ensuite, au niveau de la baisse de la libido, on va pouvoir jouer dans un premier temps sur les causes, donc encore une fois via notre produit ménopause, qui va apporter des phytoœstrogènes. Donc, il va permettre de ce fait d'augmenter le désir sexuel, l'excitation et l'activité sexuelle. Et on va également pouvoir jouer sur les conséquences avec certains actifs de la Nutra qui sont reconnus comme aphrodisiaques. Donc, par exemple, le safran, que l'on peut retrouver au sein de notre formule sommeil. En ce qui concerne les infections urinaires, donc on va pouvoir recommander l'utilisation de notre cranberry mannose, donc qui va prévenir les infections urinaires plus fréquentes, donc via un certain nombre d'actifs comme les packs que l'on retrouve dans notre extrait de cranberry. On va avoir également le probiotique Flore Intime. Donc ici, il va veiller à l'équilibre du microbiote vaginal et donc à limiter tous les désagréments type mycose que l'on peut rencontrer.
Et enfin, notre vitamine C, donc, qui n'est pas encore sortie, mais qui ne devrait pas tarder, qui va permettre une acidification des urines, et pareil, dans le même esprit que ce que j'ai développé tout à l'heure, qui va permettre de limiter la prolifération des germes pathogènes. Donc, si on doit un peu se faire un focus sur notre produit acide hyaluronique, donc il va permettre donc de lutter contre la sécheresse vaginale et dans un second temps également améliorer l'aspect de la peau. Dans notre formule, on a mis un acide hyaluronique qui est très documenté, donc si ce n'est le plus documenté sur le marché. Donc l'efficacité par la prise orale de l'acide hyaluronique dépend beaucoup de son poids moléculaire. Donc apporter différents fragments de poids moléculaires différents va permettre une meilleure assimilation de l'acide hyaluronique, car ces différents polymères vont emprunter différentes voies d'absorption. Donc son absorption va être optimisée. On va aussi avoir du coup des bénéfices, donc comme je vous l'ai dit, sur la peau et un côté anti-âge. Donc ça va être également via les huiles de nacre et l'huile de bourrage qui est également ajoutée au sein de notre formule, donc qui contient des molécules actives au niveau, qui vont jouer un rôle sur la structure des membranes cellulaires. Ensuite, si on fait un focus sur le cranberry mannose, donc qui est vraiment focus sur les infections urinaires, donc qui vont permettre de remédier à l'augmentation et à la fréquence des infections urinaires. On va retrouver du démanose, qui est un sucre qui peut se lier aux bactéries que l'on peut retrouver au niveau de la paroi urinaire, qui va se lier et qui va permettre du coup d'éliminer plus facilement ces bactéries. De la même façon, on a les Pax qui vont aussi se lier à ces bactéries pour éviter que les bactéries pathogènes restent accrochées à la paroi urinaire, comme le Escherichia coli par exemple. On va avoir également un extrait de fleur d'hibiscus qui fait l'objet d'usages traditionnels au niveau de la sphère diurétique et également pour les drainages de l'organisme. Et enfin, c'est une solution à réhydrater, donc sous forme de poudre avec un bon goût de cerise. Ensuite, pour le probiotique flore intime, donc ici, il va avoir pour objectif de stabiliser la flore vaginale. Donc on va retrouver plusieurs souches brevetées, et dont une souche qui est celle que l'on retrouve le plus dans un microbiote vaginal sain, qui est le Lactobacillus crispatus, et donc qui va permettre un équilibre du microbiote plus sain et qui va permettre de réduire tout ce qui va être de l'ordre de l'inconfort vaginal, que ce soit les infections urinaires, les mycoses ou tous les autres désagréments que l'on peut retrouver lorsqu'il y a un assèchement vraiment de l'appareil reproducteur de la femme. Donc, pour conclure, vraiment, ce qu'on retiendra ici pour la catégorie des symptômes génitaux urinaires de la ménopause, c'est vraiment cet assèchement des parties intimes qui sont la résultante de beaucoup de symptômes tels que les infections urinaires ou les douleurs que l'on peut ressentir durant les rapports sexuels. Donc, je vais laisser la main à Marine pour terminer sur les effets sur le long terme. Oui, donc le dernier groupe de symptômes qu'on va voir avant de terminer ce webinaire, ce sont les effets sur le long terme et donc tous les symptômes en fait qu'on a en ménopause et surtout en post-ménopause. Donc ça regroupe notamment la fragilité osseuse et articulaire et les risques cardiovasculaires. En termes de diagnostic, pour la partie osseuse, on va avoir une ostéodensitométrie qui est la mesure de la densité minérale osseuse. Et sur la partie cardiaque, on aura différents signes diagnostiques qui pourront être observés avec une échographie cardiaque, un électrocardiogramme ou encore un test sanguin de la troponine THS. Pourquoi on a ces effets sur les os et sur les risques cardiovasculaires à long terme après la ménopause? Parce que justement, on perd en fait la protection qui était jusqu'alors procurée par les œstrogènes. Et vu qu'à la ménopause, on a encore une fois la baisse des œstrogènes, ça explique ces symptômes. D'abord parce que les tissus au niveau des os sont sensibles aux œstrogènes et donc ils vont subir une atrophie à ce moment-là. Et sur la partie cœur, on va avoir la perte de l'effet cardioprotecteur des œstrogènes. Normalement, les œstrogènes vont prévenir l'inflammation qui crée des plaques de cholestérol sur la paroi des vaisseaux sanguins et qui vont réduire le taux de triglycérides qui favorise la production de bon cholestérol et diminue le mauvais. Et donc, lors de la ménopause et avec la chute des œstrogènes, on va avoir potentiellement une hausse du cholestérol et donc une hausse des risques cardiovasculaires.
En termes de solutions, selon le type de signe, on va avoir différentes solutions. Sur la fragilité osseuse, on peut proposer de la vitamine D, du magnésium ou également des produits autour des protéines, parce que l'augmentation de la masse musculaire permettra déjà de consolider la structure en fait autour des os, et aussi il y a un effet potentiel sur les ostéoblastes, donc la formation osseuse. Sur la partie articulaire, nous avons un complexe articulation qui a un effet chondroprotecteur et anti-inflammatoire, et le collagène qui est une protéine des tissus conjonctifs et qui a une action protectrice sur les articulations. Et enfin, sur les risques cardiovasculaires, on conseille les oméga 3 pour leur effet anti-inflammatoire et cardioprotecteur, et la coenzyme Q10 qui permet de produire de l'ATP et a un effet antioxydant sur les cellules du cœur. On va faire un focus sur la vitamine D aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que en fait, le consensus scientifique aujourd'hui porte plus à l'importance des cofacteurs du calcium qu'au calcium lui-même pour la santé osseuse, et notamment la vitamine D. Parce qu'en fait, la vitamine D va réguler l'absorption intestinale du calcium, qui est essentielle pour la formation des os. Et elle va aussi stimuler la libération de calcium à partir des os pour maintenir l'homéostasie calcique optimale. En plus de ça, la vitamine D est connue pour aider et réduire significativement le risque de fracture. Et notamment, il y a de nombreuses études sur les femmes ménopausées. Donc, en termes de produits, on a une vitamine D chez Nutri&Co qui est en gouttes. Donc, ça permet d'avoir vraiment une posologie qui est adaptative et qui peut convenir en plus à toute la famille. Donc, de une goutte pour les enfants à 2 gouttes par jour pour les adultes. L'avantage, c'est qu'elle est issue de lichen boréal, donc 100% végétal et bio-identique, et qu'elle est liposoluble, donc mélangée à une huile de colza bio pour une absorption optimisée. Et donc là, pour conclure sur la partie effet à long terme, faut vraiment retenir que c'est la vitamine D qui est le complément alimentaire essentiel pour les femmes ménopausées, notamment sur la prévention des risques osseux. On a terminé pour ce webinaire. Je laisse la parole à Alice et puis on répondra à toutes vos questions. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Marine, merci Coraline d'avoir présenté ce beau webinaire. Je pense que c'était très clair. On a quand même quelques questions, donc vous allez prendre le temps d'y répondre juste après. Avant ça, juste un petit passage sur Simplicure, donc qui organise ce webinaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Simplicure, donc c'est une plateforme de recommandation multilaboratoire destinée aux professionnels de santé. Donc pour que ce soit plus clair, je vais rapidement vous partager mon écran, comme ça vous pourrez découvrir avec moi. Donc vous pouvez vous rendre directement sur simplicure.com. Vous aurez accès directement à la plateforme et vous pourrez créer un compte. Ce compte vous donne la possibilité donc d'accéder notamment au replay des webinaires et aux slides de présentation, mais surtout simplicure.com, ça vous permet de faire vos recommandations de compléments alimentaires. Donc pour ça, vous allez voir, c'est très simple, il suffit à chaque fois de créer une recommandation à laquelle vous pouvez ajouter les produits que vous souhaitez recommander. Vous retrouvez notamment dans notre catalogue les produits Nutri&Co. Donc vous pouvez chercher grâce aux nombreux filtres qu'on propose. Et sur chaque produit, donc par exemple, on a parlé rapidement des fibres, vous retrouvez les informations détaillées, à savoir la formulation, la posologie, les contre-indications s'il y en a. Voilà, tout est détaillé. Et quand vous avez trouvé les produits que vous vouliez recommander à vos clients, il vous suffit de les ajouter à la recommandation. Donc par exemple, j'ajoute ce produit, je retourne à ma recommandation, le produit a bien été ajouté, j'ai la possibilité chez Simplicure de répartir une réduction avec mon client. Donc, par défaut, vous avez 10% au début que vous pouvez répartir avec votre client. Vous choisissez comme vous voulez pour répartir ce pourcentage entre réduction pour le client sur sa commande et avantage pour vous. Dernière étape, c'est donc de transmettre cette recommandation à votre client. Pour ça, pareil, très simple, il vous suffit d'ajouter votre client, si je prends un test, et de lui envoyer directement par mail. Votre client, il recevra donc cette recommandation. Il peut choisir, lui, de commander et il reçoit tout en un seul colis, même s'il y a plusieurs produits, plusieurs laboratoires, etc. Voilà.
J'espère que c'était clair et que ça vous a aidé à comprendre. Si c'est susceptible de vous intéresser, n'hésitez pas à vous inscrire donc directement sur Simplicure. Vous retrouvez donc une centaine de laboratoires et environ 2000 formulations. Donc c'est une plateforme qui est destinée aux praticiens et donc ça vous permet d'améliorer l'observance auprès de vos clients, de gagner du temps sur vos recommandations et puis en plus vous bénéficiez de nombreux avantages. Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, c'est une plateforme qui est 100% gratuite pour les professionnels de santé. Et très rapidement, avant de repasser aux questions sur ce webinaire, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire qui arrive, donc notamment un autre avec Nutri & Co jeudi sur le sommeil, et puis le 18 octobre sur les problèmes liés notamment aux ultra-trails. Voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. On va repasser donc aux questions. Je ne sais pas si vous avez eu le temps un petit peu de regarder celles qui avaient été posées. Oui, donc pas mal de questions sur la partie phytoestrogène. Donc en effet, comme c'est indiqué sur la page produit du complexe ménopause et également sur les avertissements de l'étiquette, je vous confirme bien que le trèfle rouge est déconseillé en cas d'antécédents familiaux de cancer du sein ou d'antécédents personnels de cancer du sein. Ça représente en fait l'avertissement donc lié à l'ingrédient trèfle rouge dû à la présence d'isoflavone qui a été mis donc en tant qu'avertissement suite à toutes les recherches sur la partie hormones et liens avec les cancers du sein. Et c'est aussi pour ça qu'on vous a mis toutes les études récentes et l'avis de l'EFSA concernant les phytoestrogènes et la toxicité parce que justement à faible dose, donc à moins de 80 mg par jour, ce qui est notre cas, ils ont montré qu'il n'y avait pas de toxicité. Néanmoins, c'est un avertissement obligatoire et donc c'est un produit qui est déconseillé. Pour les personnes qui sont dans ce cadre-là, on conseille plutôt les oméga 3 qui ont montré leur efficacité sur les bouffées de chaleur notamment et on peut prendre des oméga 3 en cas de cancer du sein. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense que même à plusieurs questions en même temps parce qu'il y en avait plusieurs sur ce sujet. J'en vois une autre, vous y avez peut-être déjà répondu, peut-être petit rappel. Combien de temps est-il recommandé de prendre le Ménopause Nutri & Co? Alors, les études cliniques sur chacun de nos ingrédients sont à partir de 1 mois. Donc, c'est pour ça qu'on a 60 gélules, 2 gélules par jour pour 1 mois d'utilisation. Donc, il y a des effets dès le premier mois d'utilisation, mais on conseille entre 1 et 3 mois pour justement diminuer en fait les symptômes les plus compliqués lors de la ménopause, mais ça peut être pris sur le long terme. Parfait, merci pour la petite précision. On a une autre question sur le cranberry mannose. Est-ce que c'est possible en cas de diabète ou de résistance du coup à l'insuline? Il n'y a pas de contre-indication de prendre le cranberry mannose en cas de diabète ou de résistance à l'insuline. Le produit est sans édulcorant et sans sucre ajouté. Il va avoir simplement de la poudre de fruits, donc il peut apporter quelques glucides, mais sans conséquence pour les personnes diabétiques. Je vois une dernière question sur le dosage recommandé en vitamine D pour la ménopause. Donc là, on est à 2008 par jour, donc ça correspond à 2 gouttes par jour pour notre vitamine D. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'après, les autres questions revenaient beaucoup à la première réponse que vous avez faite. Je ne sais pas, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions auxquelles on pensait qu'on n'a pas répondu à les poser. Sur les graines de lin, oui, elles contiennent des phytoestrogènes. C'est sous forme de lignane ici, c'est pas sous forme d'isoflavone comme on retrouve au sein du trèfle rouge qu'on a dans notre formule par contre. Parfait, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Voilà, si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, merci beaucoup encore Marine et Coraline pour ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter sur la fin. Merci en tout cas pour l'opportunité. On reste à votre disposition évidemment pour toute question, que ce soit sur les produits ou sur le sujet de la ménopause. On sera ravis d'échanger en tout cas. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. N'hésitez pas à répondre également au questionnaire de satisfaction sur lequel vous allez être dirigé pour qu'on puisse avoir des feedbacks si ce webinaire vous a plu. Et n'hésitez pas également à vous inscrire au prochain webinaire Nutri & Co donc, qui aura lieu jeudi. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.